Brenda Biya, la fille du palais, brise le silence avant de mourir. Imaginez un instant. Vous êtes la fille du président de la République. Votre père règne depuis plus de 40 ans. Votre nom seul ouvre des portes. Votre sang coule dans les veines du pouvoir absolu. Et pourtant, vous vous retrouvez seul, dans une chambre quelque part en Europe, convaincu que vous allez mourir. Convaincu qu'on vous empoisonne. Convaincu que des voix dans vos oreilles vous répètent chaque jour que vous êtes laide, que personne ne vous aime, que votre père va mourir. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas non plus une simple histoire de famille riche qui se déchire en silence. C'est Brenda Biya, la première fille de Paul Biya, président du Cameroun depuis 1982. Et elle vient de tout balancer sur TikTok. Pause dramatique. Des mots comme ça, on ne les oublie pas facilement. À l'aube de ma mort, ayant consommé un peu trop de poison donné par le gouvernement pour me nuire. Vous avez bien lu. Vous avez bien entendu. La fille du président accuse le gouvernement de son propre père de l'empoisonner, de la torturer, de la surveiller, de lui envoyer de l'électricité dans les pieds, de lui parler dans les oreilles pour briser sa santé mentale. Alors voilà la vraie question ce soir. Est-ce que nous sommes en train d'assister à l'effondrement d'une femme en souffrance? Ou est-ce que nous sommes en train d'entendre, pour la première fois, une vérité que le palais d'Etoudi a toujours voulu étouffer? Ou peut-être, les deux à la fois? Restez avec moi. Parce que cette histoire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous donner matière à réfléchir pendant longtemps. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Emma Décrypte, c'est le moment. Parce que c'est exactement pour des analyses comme celle-ci que cette chaîne existe. Partie 1. Les faits. Qui est Brenda Biya et que s'est-il passé? Commençons par le commencement. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre qui est vraiment Brenda Biya. Brenda Biya est la fille aînée de Paul Biya et de Chantal Biya. Elle est née dans le luxe, dans les ors du pouvoir, dans un environnement que la grande majorité des Camerounais ne connaîtra jamais. Elle a grandi entre le palais d'Etoudi à Yaoundé et les palaces européens où la famille présidentielle a l'habitude de séjourner. Pendant longtemps, Brenda Biya a vécu dans l'ombre. Peu présente dans les médias camerounais traditionnels, peu exposée aux yeux du grand public national, elle a néanmoins développé une présence significative sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, où elle s'exprimait de manière de plus en plus personnelle et de plus en plus libre. Et puis, en 2024, quelque chose s'est passé. Brenda Biya a publiquement affirmé son homosexualité. Elle a revendiqué son identité lesbienne sans détour, sans honte, et sans demander la permission à qui que ce soit. Dans un pays où l'homosexualité est criminellement punie par la loi, où les mentalités restent extrêmement conservatrices, et où le père de cette même femme est le gardien d'un ordre politique et moral établi depuis des décennies, ce coming out a produit l'effet d'une bombe silencieuse. Le palais n'a jamais officiellement commenté. La famille non plus. Mais selon plusieurs observateurs, c'est à partir de ce moment-là que les relations entre Brenda et son environnement familial et politique auraient commencé à se dégrader sérieusement. Mais ce n'est pas tout. Récemment, dans un témoignage publié sur ses comptes réseaux sociaux, Brenda Biya a franchi un nouveau cap. Un cap que beaucoup n'attendaient pas. Un cap qui a sidéré même ceux qui suivaient son évolution depuis plusieurs années. Elle a dit qu'elle allait mourir. Elle a dit qu'on l'empoisonnait. Elle a dit qu'on la torturait psychologiquement. Elle a dit qu'on la surveillait en permanence. Et elle a dit que tout cela venait du gouvernement camerounais. Pause. Voilà les faits bruts. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, creusons ensemble. Parce que c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Partie 2. Ce qui attire l'attention. Les éléments qui interpellent. Quand on lit l'intégralité du témoignage de Brenda Biya, plusieurs éléments attirent immédiatement l'attention. Le premier élément, c'est le registre utilisé. Ce n'est pas un communiqué de presse. Ce n'est pas un discours préparé par une équipe de communication. Ce n'est pas non plus un texte relu et corrigé par un conseiller juridique. C'est une parole brute, directe, parfois chaotique, parfois douloureuse, parfois désorganisée. Une parole qui ressemble à ce que l'on dit quand on a l'impression qu'on n'a plus rien à perdre. Et ça, c'est un premier signal fort. Quelqu'un qui cherche à manipuler l'opinion publique pour des raisons stratégiques prépare généralement son discours. Quelqu'un qui parle dans le désordre, qui saute d'une idée à l'autre, qui mélange rêves prémonitoires et accusations politiques, présente souvent le profil d'une personne en état de détresse réelle. Mais attendez, parce que ce n'est pas si simple. Le deuxième élément qui attire l'attention, c'est la précision de certaines accusations. Brenda Biya ne dit pas simplement « on me maltraite ». Elle dit « ils me foutent de l'électricité dans les pieds ». Elle dit « ils m'empêchent de dormir ». Elle dit « ils répètent les mêmes mots dans mes oreilles tous les jours ».
Elle décrit ce qui ressemble, techniquement, à des méthodes de torture psychologique documentées dans de nombreux rapports d'organisations de droits humains à travers le monde. Troisième élément, la temporalité. Brenda Biya mentionne avoir des notes depuis 2023 qui marquent qu'elle serait torturée et martyrisée parce qu'elle est lesbienne. Elle parle de vivre ces événements en 2026. Elle évoque même se réveiller en 2027. Une formulation confuse, qui peut s'interpréter de plusieurs façons, mais qui montre que ses perceptions temporelles sont soit troublées, soit qu'elle a une conscience très nette d'une progression dans ce qu'elle vit. Et c'est là que tout devient vraiment complexe. Quatrième élément, et peut-être le plus troublant, elle parle de sa mère. Dans le récit d'un rêve qu'elle dit prémonitoire, Brenda Biya décrit une scène où elle essaie d'écrire à sa mère. Et sa mère ne répond pas. Chantal Biya, la First Lady du Cameroun, est connue pour ses actions philanthropiques, ses apparitions publiques très travaillées, son image de mère protectrice. Et dans le récit de sa propre fille, elle apparaît comme une figure absente, inaccessible, muette face à la détresse. Ce silence symbolique entre une mère et sa fille, dans le contexte d'une famille présidentielle, dans le contexte de ce que traverse Brenda. C'est une image qui dit beaucoup de choses sans avoir besoin de les expliquer. Cinquième élément, peut-être le plus politique, elle parle de la fin du régime. Écoutez bien ces mots. Elle dit elle-même, vu que le pouvoir est en train de finir. Pas si le pouvoir finit un jour. Pas dans le cas où il y aurait une alternance. Non. Elle dit, le pouvoir est en train de finir. Comme si c'était une certitude. Comme si elle savait quelque chose que nous ne savons pas encore. Alors là, naturellement, la question s'impose d'elle-même. Est-ce que Brenda Biya, de l'intérieur même de la famille présidentielle, perçoit des signaux de fin de règne que le reste du monde ne voit pas encore clairement? Nous y reviendrons. Parce que c'est dans le décryptage que tout prend sens. Partie 3. Le décryptage. Ceux qui se cachent derrière ce cri. Nous voilà au cœur du sujet. Et c'est ici que je vais vous demander de mettre de côté vos certitudes et d'analyser la situation avec moi, couche par couche. Première couche. La santé mentale, sujet impossible à ignorer. Soyons honnêtes. Quand on lit ce témoignage avec attention, la première chose qui frappe, c'est la souffrance. Une souffrance profonde, visible, réelle. Plusieurs spécialistes en santé mentale, que ce soit en psychiatrie ou en psychologie clinique, ont développé des outils pour analyser ce type de discours. Et certains éléments du témoignage de Brenda Biya correspondent à des manifestations connues de détresse psychologique sévère. La conviction d'être surveillé en permanence, la certitude d'une mort imminente, les voix perçues comme extérieures qui répètent des messages négatifs, la désorientation temporelle, le sentiment d'être empoisonné. Ces symptômes, selon certains professionnels de santé qui ont commenté ce type de situation sans avoir examiné Brenda directement, peuvent relever de plusieurs tableaux cliniques. Mais, et c'est un mais absolument crucial, le fait que quelqu'un présente des signes de souffrance psychologique n'invalide pas automatiquement ce qu'il dit. Ce serait une erreur d'analyse grossière. L'histoire nous a montré, à de très nombreuses reprises, que des personnes victimes de persécutions réelles développent ensuite des troubles psychologiques comme conséquence directe de ces persécutions. Autrement dit, la souffrance peut être réelle, les faits peuvent être réels en même temps. Et c'est là que tout devient intéressant. Deuxième couche, les méthodes décrites sont-elles crédibles? Brenda Biya décrit des méthodes qui, dans leur formulation, ressemblent à des techniques de harasme psychologique. La privation de sommeil, les messages répétés destinés à déstabiliser une personne, la surveillance permanente, les atteintes à l'image de soi. Ce sont des méthodes documentées. Mais voilà la question qui se pose immédiatement. Est-ce que le gouvernement camerounais aurait à la fois les moyens et la motivation de mener une telle opération contre la propre fille du président? Selon certains analystes politiques qui suivent le dossier camerounais depuis de nombreuses années, la réponse n'est pas si simple qu'il y paraît. D'un côté, il y a une logique de protection du régime. Brenda Biya, par son coming out, a créé un problème politique que le pouvoir n'avait pas anticipé. Elle a mis en lumière une contradiction entre les valeurs officiellement défendues par l'État camerounais, notamment sur la question de l'homosexualité criminalisée, et la réalité intime d'une membre de la première famille du pays. Cette contradiction est potentiellement explosive sur le plan politique et diplomatique. De l'autre côté, il y a la logique familiale. Dans les grandes familles politiques africaines, et pas seulement africaines, la gestion des membres considérés comme dérangeants passe rarement par des méthodes aussi spectaculaires que celles décrites par Brenda. En général, on préfère le silence, l'isolement discret, l'éloignement géographique, le contrôle des ressources financières. Justement, parlons-en. Troisième couche, l'isolement comme outil de contrôle. Brenda Biya a dit elle-même qu'elle est en Europe depuis 2 mois et qu'elle n'est presque pas sortie. Elle dit que son nom est gâté partout.
Elle se sent incapable de circuler librement. Cela peut s'expliquer de plusieurs façons. Première hypothèse. Elle est effectivement surveillée et contrôlée par des agents qui lui rendent la vie impossible dans l'espace public européen. Deuxième hypothèse. Elle vit un isolement volontaire, lié à sa peur et à son état psychologique, qu'elle interprète ensuite comme une contrainte imposée de l'extérieur. Troisième hypothèse, et c'est celle que certains observateurs évoquent avec prudence, les deux phénomènes coexistent. Elle est effectivement dans une forme de contrôle ou de pression, peut-être pas aussi dramatique que ce qu'elle décrit, et cela a déclenché chez elle une réaction psychologique qui amplifie sa perception de la situation. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci, Brenda Biya est manifestement seule. Elle est manifestement en souffrance. Et le fait qu'aucun membre de sa famille, ni sa mère, ni son entourage, ne semble être intervenu publiquement pour elle dit quelque chose sur la nature des relations à l'intérieur de cette famille. La suite est encore plus surprenante. Quatrième couche, le timing politique. Brenda Biya elle-même l'a dit, le pouvoir est en train de finir. Et cette phrase mérite qu'on s'y arrête longuement. Paul Biya est né en 1933. Il a 92 ans. C'est l'un des chefs d'État les plus âgés du monde et l'un des plus longtemps en fonction sur la planète. La question de la succession au Cameroun n'est plus une question théorique. C'est une question d'actualité brûlante que les acteurs politiques camerounais, les partenaires internationaux, les institutions régionales et les citoyens ordinaires observent tous avec une attention particulière. Dans ce contexte, qu'est-ce que la sortie de Brenda Biya représente politiquement? Pour certains analystes, elle représente un symptôme de plus de la fragilisation du système. Quand la fille du président sort sur TikTok pour accuser son propre gouvernement, c'est un signal que les murs du palais ont des fissures. Et des fissures visibles. Pour d'autres observateurs, il faut être plus prudent. Brenda n'a jamais été un acteur politique au sens traditionnel du terme. Elle n'a jamais occupé de fonction officielle. Elle n'a jamais été positionnée comme une héritière ou une successeur. Sa parole, aussi bouleversante soit-elle, n'est pas nécessairement un signal politique au sens institutionnel. Mais voici ce que ces mêmes observateurs ajoutent immédiatement. Dans un système aussi personnalisé que celui du Cameroun, où le pouvoir est concentré autour d'une figure unique et de son cercle intime, ce qui se passe à l'intérieur de la famille présidentielle n'est jamais anodin. Jamais. Pourtant, il y a encore un autre élément qui mérite qu'on s'y attarde. Cinquième couche, la question de l'homosexualité comme facteur déclencheur. Brenda Biya l'a dit clairement. Elle est persuadée d'être martyrisée et torturée parce qu'elle est lesbienne. Cette dimension de son témoignage est peut-être la plus chargée symboliquement. Le Cameroun est l'un des pays africains où l'homosexualité est pénalement réprimée. Des personnes sont régulièrement arrêtées, poursuivies et condamnées pour des relations homosexuelles consenties entre adultes. Les organisations de défense des droits humains documentent régulièrement des cas de violence, d'extorsion et de discrimination à l'encontre des personnes LGBT+ au Cameroun. Dans ce contexte, l'homosexualité déclarée de la fille du président crée une tension idéologique profonde au cœur même du système. Comment un régime peut-il continuer à criminaliser l'homosexualité de ses citoyens tout en étant la famille dans laquelle la propre fille du chef de l'État revendique publiquement cette identité? Cette contradiction n'est pas seulement inconfortable sur le plan moral. Elle est potentiellement déstabilisatrice sur le plan politique. Et selon certains analystes, c'est précisément cette contradiction, et non pas uniquement les questions de succession ou de gouvernance, qui pourraient expliquer pourquoi Brenda se retrouve dans la situation d'isolement et de pression qu'elle décrit. Ce que beaucoup n'ont pas remarqué est encore plus révélateur. Partie 4. La lecture camerounaise. Ce que le peuple dit et ressent. Ici, sortons des analyses froides. Parlons vrai. Quand cette information a circulé dans les réseaux camerounais, dans les groupes WhatsApp, dans les discussions de quartier, dans les commentaires des pages Facebook et YouTube, les réactions ont été diverses, contradictoires, parfois violentes, parfois émouvantes. Un premier groupe de personnes a immédiatement dit « Elle est folle. Ne l'écoutez pas. C'est une histoire de famille, ça ne nous concerne pas. » Un deuxième groupe a dit « Ah, vous voyez? Même les enfants des gens du pouvoir souffrent. Maintenant imaginez-nous, les gens ordinaires. » Un troisième groupe, plus prudent, a dit « Il faut faire attention. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. On ne peut pas prendre tout ce qu'elle dit au premier degré sans avoir d'autres informations. » Et un quatrième groupe, peut-être le plus intéressant, a simplement dit « Mais attendez, si même la fille de Biya dit que le pouvoir est en train de finir. » Et cette dernière réaction est celle qui fait réfléchir. Parce que les Camerounais ont une mémoire politique longue. Ils savent ce que signifie le langage codé. Ils savent lire entre les lignes. Et beaucoup d'entre eux, en entendant Brenda dire « le pouvoir est en train de finir », n'ont pas pensé à une crise personnelle. Ils ont pensé à une transition.
C'est un peu comme lorsqu'un match de football entre dans les arrêts de jeu. L'équipe qui est devant commence à défendre différemment. Elle n'attaque plus vraiment. Elle protège. Elle retient. Et les joueurs qui sont sur le terrain savent que quelque chose va se terminer. Même si personne n'a encore sifflé. Beaucoup de Camerounais regardent la situation politique actuelle exactement avec ce type de sentiment. Le sentiment que quelque chose approche de sa fin. Sans savoir exactement quelle forme cette fin prendra. Sans savoir exactement quand elle arrivera. Mais avec cette certitude diffuse que les choses ne peuvent pas continuer indéfiniment de la même façon. Et la sortie de Brenda Biya, dans ce contexte, prend une dimension particulière. Ce n'est pas une déclaration politique formelle. Ce n'est pas un manifeste d'opposition. Ce n'est pas un appel à la révolte. C'est quelque chose de plus instinctif, de plus personnel. Et peut-être, à cause de ça, de plus puissant. Dans les quartiers, certains se posent désormais une question simple. Si la fille du palais elle-même se sent abandonnée, persécutée et sans protection, qu'est-ce que ça dit de l'état réel du pouvoir aujourd'hui? Mais attendez de voir la suite. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Partie 5. Ce qui pourrait se passer ensuite. Les scénarios possibles. Analysons maintenant les différents scénarios qui pourraient se dessiner à partir de cette situation. Parce qu'une telle sortie ne reste jamais sans conséquences. Scénario numéro 1, le silence officiel se maintient. C'est le scénario le plus probable à court terme. Le gouvernement camerounais ne répondra pas. La famille présidentielle ne commentera pas. Les médias proches du pouvoir ignoreront ou minimiseront l'événement. C'est la réponse classique de ce type de régime face à ce type de situation. Et elle a souvent fonctionné par le passé. Mais cette fois, il y a une différence. Les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu. Un post TikTok, une vidéo Instagram, un témoignage publié en direct par la fille même du président, ça ne se censure pas aussi facilement qu'un article dans un journal local. Les images circulent. Les mots se partagent. Les captures d'écran voyagent. Et dans la diaspora camerounaise, à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à New York, les réactions ont été immédiates et très relayées. Le silence officiel ne signifie donc pas que l'information disparaît. Il signifie simplement que le pouvoir choisit de ne pas alimenter le débat. Mais le débat existe. Et il va continuer. Scénario numéro 2. Une intervention discrète de la famille. Il est possible, et certains le souhaitent sincèrement par humanité pure, qu'un membre de la famille ou un proche de Brenda intervienne discrètement pour lui apporter un soutien réel. Que cette intervention prenne la forme d'une aide médicale, d'un accompagnement psychologique, d'une protection physique. Si ce scénario se produit, nous n'en saurons probablement pas grand-chose. Et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver pour Brenda elle-même, indépendamment de toute lecture politique. Car au-delà de tout, il y a une femme en souffrance. Et cette souffrance mérite d'être prise au sérieux. Scénario numéro 3. L'escalade. Brenda Biya a annoncé qu'elle allait spammer TikTok. Qu'elle allait tout dire. Qu'elle allait ouvrir son cœur sans filtre. Si elle maintient cette résolution et continue à poster des témoignages, les révélations pourraient s'accumuler. Et certaines de ces révélations pourraient toucher à des domaines beaucoup plus sensibles que ce qu'elle a déjà dit. Car Brenda Biya a grandi dans les coulisses du pouvoir. Elle a vu des choses. Elle a entendu des choses. Elle a été témoin de situations que le grand public ne connaît pas. Si elle décide de parler de tout cela, dans le contexte émotionnel et psychologique fragile qui est le sien actuellement, les conséquences pourraient être significatives. Pas nécessairement au sens d'une déstabilisation institutionnelle immédiate, mais au sens d'une accélération du processus de délégitimation d'un pouvoir qui est déjà fragilisé par l'âge de son chef, par les crises multiples qui traversent le pays, par l'impatience croissante d'une population jeune et connectée. Scénario numéro 4, l'instrumentalisation. Voilà un scénario que peu de gens évoquent ouvertement, mais que certains analystes mentionnent avec prudence. Dans tout contexte politique tendu, les acteurs en compétition cherchent des leviers. Des éléments qui peuvent faire pencher la balance. Des révélations qui peuvent affaiblir des adversaires. La question se pose donc, est-ce que Brenda Biya, en toute bonne foi et en toute souffrance sincère, pourrait être utilisée, directement ou indirectement, par des acteurs politiques qui ont intérêt à fragiliser le régime actuel dans cette période de transition? Cette question n'implique pas que ces souffrances sont fausses. Elle implique simplement que dans un espace politique aussi chargé que celui du Cameroun en ce moment, même les cris les plus authentiques peuvent être récupérés. C'est une réalité politique que nous devons mentionner, même si elle est inconfortable. Scénario numéro 5, l'impact sur la question LGBT au Cameroun. Ce scénario est peut-être le plus sous-estimé de tous. Le fait que la fille du président du Cameroun soit publiquement lesbienne et qu'elle témoigne de persécutions liées à son orientation sexuelle,
C'est un fait qui pourrait, à terme, avoir un impact sur le débat public autour des droits LGBT+ au Cameroun. Non pas parce que Brenda a dit quelque chose de nouveau sur la question. Non pas parce que le régime va soudainement changer de position. Mais parce que la visibilité compte. Parce que quand des personnes qui se sentent seules et invisibles voient une figure aussi inattendue que la fille du président partager une partie de leur vécu, quelque chose change dans la conscience collective. Et ce changement, même infime, même fragile, est réel. Part ici, la question qui dérange. Et si elle disait la vérité? Je veux vous poser une question directe avant de conclure. Et si tout ce que Brenda Biya dit était vrai? Pas dans ses formulations les plus littérales peut-être, mais dans son essence. Et si le gouvernement camerounais, ou une partie de cet appareil, exerçait effectivement une forme de pression sur elle? Pas nécessairement de l'électricité dans les pieds comme dans les films, mais une surveillance réelle, un contrôle des communications, une manipulation psychologique, une destruction de réputation organisée? Ces pratiques existent. Elles ne sont pas l'apanage des régimes africains. Des gouvernements sur tous les continents ont utilisé et utilisent encore des méthodes de harcèlement psychologique à l'encontre de personnes considérées comme des menaces ou des gênes. Et si Brenda Biya, en raison de son identité sexuelle, de ses prises de position publiques, de son imprévisibilité croissante, était effectivement considérée comme une gêne par une partie de l'appareil d'État camerounais? La réponse honnête est « Nous ne le savons pas avec certitude. Nous ne pouvons pas confirmer. Nous ne pouvons pas infirmer. Ce que nous pouvons dire, c'est que la question mérite d'être posée sérieusement. Pas pour alimenter des théories du complot, mais parce que le contexte politique camerounais, la nature du régime, l'histoire des méthodes utilisées par certains appareils d'État africains envers des membres gênants de l'élite, tout cela crée un terreau dans lequel ces questions ne peuvent pas être simplement balayées sous le tapis. Pourtant, il faut aussi dire autre chose. Prendre soin de Brenda Biya en tant qu'être humain, c'est refuser de la réduire à un outil politique. C'est refuser que sa souffrance devienne le carburant d'un débat dont elle n'est pas le centre. Elle est une femme. Elle souffre. Et cette souffrance compte, qu'elle soit fille de président ou fille de fonctionnaire ou fille de paysanne. Pause, ton plus doux. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à un témoignage aussi brut, aussi douloureux, aussi chargé de contradictions et de significations multiples. Et c'est précisément parce que ce témoignage est unique qu'il fallait en parler sérieusement. Pas pour faire du sensationnalisme. Pas pour exploiter la douleur d'une femme en crise. Mais pour analyser honnêtement ce qu'il dit de notre époque, de notre contexte politique, et des vies qui se jouent derrière les murs des palais. Conclusion. La phrase qui restera. On retient souvent de l'histoire des grandes familles politiques leurs victoires, leurs discours, leurs inaugurations, leurs cérémonies. On retient rarement les cris du dedans. Ce que Brenda Biya a fait, en sortant dans l'espace public avec ses mots désordonnés, sa douleur non filtrée, ses accusations et ses peurs. C'est rompre un silence que beaucoup pensaient indestructible. Ce silence qui dit que les familles du pouvoir sont protégées, préservées, à l'abri. Ce silence qui dit que la souffrance s'arrête aux portes du palais. Ce silence qui dit que les enfants des présidents n'ont pas le droit d'être brisés. Elle a dit, à l'aube de ma mort. Et nous ne savons pas encore si c'est la vérité, si c'est une métaphore, si c'est une détresse qui parle, si c'est une révélation qui cherche à se faire entendre coûte que coûte. Mais ce que nous savons, c'est que ces mots ont traversé les frontières. Ils sont arrivés dans nos téléphones. Ils ont atterri dans nos esprits. Et ils méritent une réponse. Pas forcément une réponse politique. Pas forcément une réponse institutionnelle. Une réponse humaine. Pause longue. Le Cameroun traverse une période charnière. Un homme de 92 en tient encore les rênes d'un pays de plus de 30 millions d'habitants. Les questions de succession, de transition, d'avenir sont dans tous les esprits, même si peu osent les poser à voix haute. Et dans ce contexte, la voix de la fille du président, brisée, accusatrice, effrayée, mais réelle, résonne comme un signal de plus. Pas le signal d'une révolution imminente. Pas le signal d'une vérité définitive. Mais le signal que derrière les façades officielles, quelque chose est en train de se fissurer. Et vous, qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin, pensez-vous que ce témoignage de Brenda Biya révèle quelque chose de fondamental sur l'état réel du pouvoir au Cameroun? Ou pensez-vous que nous sommes en train de surinterpréter le cri d'une femme en souffrance, en y lisant des messages politiques qu'elle n'a peut-être pas voulu y mettre? Donnez votre avis en commentaire. Parce que sur Emma Décrypte, les analyses les plus intéressantes viennent souvent de vous. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a donné un angle nouveau sur cette affaire, alors faites une chose simple, abonnez-vous à Emma Décrypte. Activez la cloche. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe réellement derrière l'actualité. Parce que c'est pour ça qu'Emma Décrypte existe. À très bientôt.